Dans le tuto précédent, nous avons vu comment mettre en œuvre une classe template. Pour rappel, vous retrouverez l'ensemble de nos tutos C++ au niveau donc de la section C++ et plus précisément derrière ce lien. Et donc, nous avions ici parlé de classe template. Très bien. Pour autant, le code que nous avons défini était loin d'être parfait. Pour rappel, donc, nous avions défini notre classe template. C'était une classe de tableau. Elle allait donc contenir un certain nombre d'éléments. Nous avions aussi décidé de stocker la taille du tableau pour pouvoir faire un certain nombre de contrôles, notamment au niveau de l'opérateur crochet, pour être certain d'accéder à un indice valide à l'intérieur du tableau. Ok. Nous avions aussi défini un constructeur, un destructeur. C'est autour de ces deux éléments-là qu'on a quelque chose qui n'est pas encore correctement finalisé. Je m'explique. Regardez, j'ai légèrement retouché le main. Donc nous avons notre fichier start.cpp et donc nous avons ici une instantiation d'une classe array. Cette classe va contenir 3 éléments. J'initialise ces 3 valeurs avec 10, 20 et 30. Parfait. Et puis ici, je crée un deuxième tableau. Et regardez, a priori, ce que je cherche à faire, c'est une copie de tableau. int_array2 égale int_array. Très bien. Sur le premier tableau, je cherche à changer l'élément à la position 1. J'y mets une valeur à 3 chiffres, 100, pour bien la repérer par rapport aux valeurs précédentes. Et puis je cherche ensuite à afficher mes deux tableaux. Eh bien regardez. Peut-être, avant de le lancer, peut-être vous dites-vous que ici nous allons afficher 10, 20, 30. Alors bien que nous ayons changé l'indice 1, donc plus précisément 10, 130. Et puis ici, on n'a pas touché au tableau après la copie, donc on devrait avoir 10, 20 et 30. Si vous partez de cette idée-là, vous avez tort. Pour preuve, regardez, je lance le programme, et là, tiens, c'est bizarre, mais le premier tableau a bien été modifié. Ça semble normal. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que ici, j'ai aussi la valeur 100. En fait, les problèmes sont beaucoup plus poussés que ce qu'on pourrait l'imaginer. Là, dans Eclipse, il me joue un petit tour. Le programme s'est arrêté, mais certains messages d'erreur n'ont pas été affichés dans ma console Eclipse. Regardez, je vais plutôt prendre une console. Je vais me placer donc dans le dossier qui va bien, où je retrouve mon exécutable. Et puis, je vais lancer cet exécutable. Et là, nous avons un petit peu plus d'informations. Effectivement, nous avons un core dump ici. Donc un plantage assez grave de notre application. Et puis, en gros, nous avons la raison juste après les résultats produits par le programme. Regardez, je l'ai démarré ici. Donc, on affiche bien les valeurs du premier tableau. On affiche les valeurs du second tableau. Bon, reste à expliquer pourquoi ici, nous avons la valeur 100. Mais regardez, à la suite, ici, nous avons quelques compléments d'information non négligeables. A priori, nous avons fait un double free, ou un double delete si vous préférez dans notre cas, sur une même zone de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dramatique. Ça arrête immédiatement l'exécution de votre programme. Bon, là, il s'avère qu'après le main, on ne faisait pas grand-chose, mais imaginez que le programme devait continuer et exécuter encore pas mal de choses. Pour autant, il s'est arrêté net à ce moment-là. Et puis, je voudrais vous montrer un troisième point. Il y a un outil qui est assez pratique qui s'appelle Valgrind. Je ne sais pas si vous le connaissez. On peut l'utiliser aussi bien en mode ligne de commande. Regardez, je suis là sur ma console, je vais faire un petit test. Je vais lancer Valgrind sur l'exécutable 08 templated class. Bien, ici, nous avons donc les affichages produits par notre programme. Et puis, vous voyez, Valgrind rajoute tous ces messages-là. Et en gros, il me dit quoi? Il me dit qu'on a un petit souci. Et donc, principalement, nous avons perdu un bloc de 40 octets définitivement. Notez qu'il vous précise aussi qu'en rajoutant cette option-là, on devrait pouvoir avoir un complément d'information sur où le problème est intervenu. Et regardez, il me dit ici, dans mon main, à un moment donné, je passe dans un array qui fait un new. Ce bloc-là n'a pas été désalloué. Il me dit aussi que j'ai un problème. Non, excusez-moi. Le bloc qui n'a pas été désalloué, il vous le dit ici. Voilà. Et puis là, on a un autre problème, c'est qu'il y a un souci de libération, semblerait-il. Mais ça, c'est le double free que je viens de vous montrer de manière différente avec le crash à ce niveau-là. C'est cette information-là.
qu'on retrouve au niveau de Valgrind. Regardez, je redescends là dans mon affichage, et donc c'est ce qu'il m'est dit ici. Pour faire simple, il ne comprend pas ce qui s'est passé en ligne 47 dans mon destructeur. Et donc, regardez, je reviens en ligne 47 dans mon destructeur. Et donc, on est bien sur le delete crochet. Et là, en gros, on a eu un double free. Donc, dans cet exemple, nous avons 3 problèmes à résoudre. En fin de compte, ils sont tous liés à la même source d'erreur. Il n'y a qu'un seul véritable problème, mais qui engendre 3 difficultés. Nous avons modifié les 2 tableaux. Nous avons libéré un bloc de mémoire 2 fois. Peut-être que ça vous met les idées claires sur ce qui nous est arrivé. Et puis surtout, on a eu une zone mémoire qui n'a pas été libérée. Alors, ce que je voudrais vous montrer, avant de vous expliquer le problème et avant de le corriger, je voudrais vous montrer une dernière petite chose. Ici, quand j'ai compilé mon programme, notez qu'il n'y a rien qui m'a été signalé. Tout semble correctement se compiler. Parfait. Pour autant, j'aurais pu, sur mon projet, en demander ses propriétés. J'ouvre ici C++ Build, et là nous avons les settings. Et donc pour le compilateur C++, j'ai tout un ensemble ici d'options que je peux activer ou désactiver. Et puis on a même un champ libre au niveau de Miscellaneous, à ce niveau-là, où je peux rajouter des choses complémentaires. Ce que je vais rajouter, c'est l'option -W, c'est pour afficher des warnings, W warning. Et moi, ce que je veux, c'est des warnings relatifs à ce qu'on appelle effective C++, l'option étant -W majuscule, EFF C++. Je fais OK. Regardez, sur la compilation, on voit bien que maintenant l'option a été rajoutée. Alors nous avions déjà l'option -warning all à ce niveau-là. Mais il faut savoir que le WAll ne prend pas toutes les warnings possibles. Si vous voulez rajouter certains warnings supplémentaires, il va falloir mettre quelques options complémentaires et donc notamment ces options. Et là, vous voyez, à la compilation, il me dit qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas complètement. Il y a des petits points qui semblent ne pas aller. Alors, pour compléter cette option, il faut savoir que la notion de effectif C++, c'est quelque chose qui a été défini il y a déjà pas mal de temps. Regardez, si je cherche dans Google effectif C++, nous devrions tomber sur un certain nombre de liens, et notamment des liens qui sont en relation avec un monsieur qui s'appelle Scott Meyers. Ce monsieur, il a défini un certain nombre de règles de bonne conduite qu'un développeur C++ doit systématiquement respecter. Initialement, il y avait 55 règles en C++ qu'on devait respecter. Je vous incite très fortement à relire ce livre, ou à le lire si vous ne l'avez pas encore lu, et à prendre soin de vérifier à chaque fois ces points. Dans ces points, il y a celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le petit bug que nous avons au niveau de notre programme. Bon, juste pour clore avec ce livre, il faut savoir qu'il est un petit peu obsolète aujourd'hui parce que c'est vrai qu'avec la venue de C++ 2011, pas mal de choses ont changé. Donc M. Meyers a réécrit un nouvel ouvrage, et donc c'est Effective Modern C++. Et notez que maintenant il y a un petit peu moins de règles, étant donné qu'on a une syntaxe un petit peu plus sérieuse avec C++ 2011. Bon, je vous incite bien entendu à plutôt vous focaliser sur cette version de l'ouvrage. Très bien. Donc, la règle qui nous intéresse parmi les règles à valider, elle est liée au fait qu'on a une classe qui contient un pointeur. Regardez, c'est ce qu'il vous dit ici. Il vous dit, attention, on a un souci. Votre classe Array, elle a un attribut, c'est un pointeur. Lequel? Regardez, il est là, notre pointeur. Et quel est notre souci? Le souci, c'est que si jamais on clone des objets de type Array, si on les copie, ce qui va être copié, ce n'est pas la zone pointée, c'est le pointeur. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que la valeur du pointeur pour le premier tableau a été recopiée comme valeur dans le deuxième tableau. Du coup, les deux tableaux, à ce moment-là, une fois que j'ai fait ma copie, ils pointent tous les deux sur quoi? Ils pointent tous les deux sur le tableau d'origine, celui qui contient les 3 éléments qui sont ici. C'est pour ça qu'on a une fuite de mémoire. Parce que quand j'ai créé ce tableau-là, par défaut, on est passé par le constructeur à 0 paramètre. Regardez, j'en ai pas, mais j'ai un constructeur à 1 paramètre qui accepte une valeur par défaut. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un tableau de 10 éléments. Donc ici, int array2 pointe sur un tableau de 10 entiers.
Après, je fais mon affectation. Bien, je viens de casser le pointeur et je viens de le faire pointer maintenant sur l'ancien tableau, celui de int_array. Ce qui veut dire que le pointeur sur le tableau de 10 entiers, 10 fois size of int. Size of int, ici, c'est 4 octets. 10 fois 4, 40. Regardez, c'est très exactement ce que nous dit Valgrind. Valgrind, il nous dit bien on a un tableau de 40 octets qui n'a jamais été désalloué. C'est bien nos 10 entiers. D'accord? C'est le pointeur qui avait été alloué lors de l'exécution de cette ligne-là. Du coup, quand on a modifié ici, comme int_array et int_array2 au niveau de leur premier attribut, au niveau de l'attribut row_array, comme ils pointent tous les deux exactement au même endroit, que ici je mette int_array de 1, regardez, on est bien d'accord, les deux tableaux sont modifiés, mais j'aurais pu très bien mettre int_array2 de 1 égale 100, ça n'aurait pas changé la face du monde. On a exactement les mêmes résultats, parce que les deux objets pointent sur le même emplacement mémoire. Donc du coup, quand on exécute ces deux lignes-là, c'est bien le même tableau primitif C qui est affiché avec les valeurs 10, 100 et 30. Et puis, où intervient le double free? Le double free intervient à ce moment-là. Alors le double delete, pour être plus précis dans notre exemple à nous. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on perd les variables locales. Elles sont détruites. Donc on va perdre int_array2, donc il va faire détruire la zone pointée par le pointeur row_array qu'on a au niveau de cet objet-là. Donc, notre bloc de mémoire est libéré. Le problème, c'est que quand on va perdre cette instance-là, elle aussi pointe exactement au même endroit, sauf que l'objet est déjà désalloué, il est déjà désengagé. Donc du coup, on va resupprimer une deuxième fois le même bloc mémoire. Donc là, on a un problème de fond, il faut le régler. D'accord. Et en gros, si je recompile juste pour avoir les messages d'erreur qui me sont produits par l'option -w effectif C++, ce qu'on constate, en gros, c'est qu'on a deux choses à redéfinir. Alors, dans un premier temps, je vais en redéfinir qu'une seule. Ce que je vais faire, c'est que je vais redéfinir l'opérateur égal. Mais si je veux être sérieux, il ne faut pas que j'oublie, y compris le constructeur par copie. Mais j'en reparlerai dans un second temps. Regardez, ici, je vais faire des choses par rapport à cet élément-là. Alors, en vérité, on a deux stratégies. J'ai deux solutions qui peuvent être intéressantes. C'est soit j'interdis les copies. Première possibilité. Dans ce cas-là, ça veut dire que cette ligne-là ne va plus être autorisée. Soit, deuxième possibilité, je redéfinis correctement mon opérateur égal pour dupliquer la zone pointée. Allez, je vous montre comment interdire les copies. Pour interdire les copies, vous pourriez faire ça. Vous pourriez ici faire opérateur égal. Il prend quoi en paramètre? Il prend un const array de element par référence. C'est mon original. Ici, je peux mettre égal delete. Le égal delete dit que ce membre-là, je cherche à le supprimer. Alors, dernier petit point, il ne faut pas oublier qu'un opérateur d'affectation se voit de renvoyer une référence sur la donnée affectée. Donc, il est censé renvoyer un array element par référence. Allez, si je m'arrête là, notez que cette fois-ci, j'ai bien une erreur ici. Il me dit quoi? Il me dit que la copie, elle a été supprimée. J'utilise une fonction qui a été supprimée de ma classe. Je n'ai plus par défaut la copie, donc je ne peux plus faire d'affectation. Alors pourriez me dire, oui, mais on continue à avoir un warning à ce niveau-là. C'est normal. Le warning, c'est parce que, comme je vais vous montrer il y a quelques instants, normalement, si je veux faire les choses correctement, je suis censé redéfinir les deux membres, à savoir la copie et la construction par copie. Regardez, si je rajoute bien ce delete là aussi, du coup, maintenant il est content, maintenant il est satisfait. Il n'y a plus de warning. Par contre, il y a une erreur grave, il me dit, je suis désolé, mais ce que vous cherchez à faire ici, c'est strictement pas autorisé. Très bien. Donc ça, ce serait la solution la plus simple. Imaginez, pour l'heure, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous ne voulez pas chercher à gérer la copie. Vous savez simplement qu'il y a un risque potentiel, donc vous décidez en votre âme et conscience de retirer la copie. Si un jour ce choix doit changer, vous serez toujours en capacité de redéfinir ces deux membres et de correctement réaliser la copie de vos tableaux. Bon, ça, c'est la solution la plus simple. Alors, je commande ça pendant quelques instants et donc je reviens ici. La deuxième solution, c'est de ne surtout pas le supprimer. Donc regardez, j'enlève le égal delete.
Et ce qu'il va falloir faire, c'est l'implémenter correctement. Donc je reviens ici. Et donc je vais me mettre après mon constructeur ici. Et regardez, je vais reprendre les syntaxes qu'on avait vues préalablement. Je vous rappelle, on avait décidé de ne pas implémenter les méthodes directement dans le corps de la classe. Pourquoi avions-nous fait ce choix? Parce que ça nous permettait, quand on était dans un atelier, de pouvoir simplement mettre la souris sur le type et d'avoir ici, vous voyez, en survol, la déclaration du type. On n'est pas pollué par les implémentations et on voit en 2 secondes chrono ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec le type qu'on nous propose. Donc je vous conseille de continuer à travailler de cette manière-là pour avoir ici une définition de classe qui soit propre et synthétique. Très bien. Du coup, le contre-coup, c'est qu'il faut nous correctement se palucher l'écriture de nos membres, et comme ils sont templates, ça rajoute cette difficulté-là, et ça rajoute aussi la petite difficulté que quand vous allez associer votre membre à la classe, il faudra rappeler ici que c'est une classe template. Si vous ne mettez pas ça, ça ne compile pas. Bon, je vous renvoie vers le tuto précédent pour de plus amples informations à ce sujet. Dans tous les cas, ici, comment allons-nous faire la copie? Bon, l'idée est simple, c'est que si on fait une copie, c'est que l'objet existe déjà. On ne fait pas une construction, on fait une copie. Donc l'objet existe déjà. Donc s'il existe déjà, il faut éviter la fuite mémoire qu'on a vue tout à l'heure. Donc on va commencer par supprimer quoi? Par supprimer le tableau préalablement engagé. J'aime bien ici, moi, remettre systématiquement les isFlash pour bien rappeler que row_array n'est pas un paramètre local. Ce n'est pas un paramètre, ce n'est pas une variable locale de ma méthode, mais c'est bien un attribut de ma classe. Bon, ça c'est ma façon de faire. Très bien. Donc je viens de libérer le bloc de 40 octets. Normalement, regardez, je reprends ma console de tout à l'heure, le problème qu'on avait ici de la fuite mémoire doit être corrigé avec cette ligne-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est correctement dupliquer pour ne pas avoir le double free. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir dire que mon row_array, il est égal à quoi? Il est égal à un new element. J'en veux combien? J'en veux original.size. Du coup, je suis aussi obligé de définir ma size. C'est original.size, bien entendu. Et puis, à partir de là, il va falloir que je copie maintenant tous les éléments du tableau. Alors vous pourriez me dire, tiens, on fait un même copie. Pourquoi pas? Certains pourraient me proposer de faire un même CPY. On écrirait dans qui? On écrirait dans this/row_array à partir de original.row_array. Et puis on pourrait dire, voilà, on va faire size fois size of de element. Mais ça, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que imaginez que j'ai des tableaux de tableaux, des arrays de arrays. Ça veut dire que pour les éléments contenus, eux aussi posséderaient des pointeurs. Et donc ici, j'aurai exactement le même piège que celui que je suis en train de régler au premier niveau. Mais simplement, je le rencontrerai au sous-niveau. Donc ça, c'est pas une bonne idée du tout. D'accord? Donc évitez de faire des mêmes copies. On sait que si ce qu'on est en train de copier possède des pointeurs, on aura le même problème que celui qu'on est en train de régler ici. Donc ce qu'il faut, c'est partir du principe que la personne qui a défini le type element, le type qu'on contient, elle-même a redéfini correctement l'affectation de ces éléments. Si c'est le cas, moi, en utilisant l'opérateur égal sur le type element, je devrais être sécurisé. Bon, si la personne ne l'a pas fait, il faudra aller le voir et lui dire de corriger la chose. Donc regardez, j'ai ici donc un index. Cet index, bien entendu, on va partir de position 0. On va faire bouger l'index jusqu'à arriver à this/size. Et ce qu'on va faire, avec i++, bien entendu, et ce qu'on va faire, c'est que dans this/row_array, à la position i, je vais y stocker l'élément que j'ai au niveau de original.row_array à la position i. Si element est un type complexe, normalement cet opérateur-là doit correctement réaliser la copie de l'objet. Donc avec ces lignes-là, normalement, on a dupliqué la zone pointée ainsi que son contenu. La duplication du contenu étant faite au niveau de la boucle. Il ne nous reste plus qu'à faire une dernière chose. Normalement, on est censé renvoyer une référence sur l'objet
qui reçoit le résultat. Donc normalement, un opérateur égal se termine toujours par return étoile 10. Pourquoi étoile et pas 10 tout court? Parce qu'on ne veut pas un pointeur mais une référence. C'est la même chose, hein, mais néanmoins il faut être compatible avec le type référence. Parfait. Regardez, je relance mon programme. Alors oui, nous avions changé ici, hein, nous avions mis Heuré2, alors vous faites comme vous voulez, vous tapez sur le premier ou sur le deuxième tableau, c'est comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous constaterez que celui que vous avez modifié a bien été changé, par contre l'autre reste inchangé. Regardez, je relance mon programme de manière traditionnelle. Il n'y a plus le core dump. Et puis éventuellement, on va lancer ça dans Valgrind. Et normalement, ici, vous devriez y retrouver cette ligne-là. No leaks are possible, donc aucune fuite mémoire constatée. Le programme semble correctement fonctionner. Donc là, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Donc on a correctement copié nos objets de type array. Sauf que c'est pas si simple que ça. J'ai un deuxième pépin. Regardez. Au lieu de l'écrire de cette manière-là, on aurait pu imaginer que j'écrive la chose de cette manière. Int array. Impeccable. Bon, on a toujours notre warning parce qu'on a l'option effectif C++ qui est engagée. Hein. Et tiens, ah ben mince, on retombe exactement sur le même problème. C'est pire que tout. Si je relance le programme, on a encore donc notre core dump. Hein, et on a bien notre double delete qui est constaté. Alors là, vous pourriez dire, c'est bizarre, on vient de redéfinir l'opérateur d'affectation, donc pourquoi là, il ne prendrait pas la main? Parce qu'en vérité, là, il y a une petite farce qui vous est faite par le compilateur C++. Le compilateur C++ accepte cette syntaxe, ok, sauf qu'en vérité, ça, c'est pas une affectation. Ça, en vérité, c'est une valeur initiale lors de une déclaration d'objet de type array. Ce qui veut dire que là, en vérité, ça, c'est strictement équivalent à un appel au constructeur. Que vous l'écriviez de cette manière-là ou de l'autre manière, c'est exactement la même chose. Et là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que normalement, quand on vérifie via l'option -wfc++, les règles effectives C++, comme j'ai un pointeur au niveau de ma classe, j'aurais dû aussi redéfinir la construction par copie. Mince, ce n'est pas fait, du coup, on en paye le prix. Donc là, pour corriger ce problème, j'ai à peu près la même chose à faire que tout à l'heure, mais au niveau du constructeur par copie. Du coup, comment règle-t-on le problème? Regardez, on va revenir ici, donc j'active bien mon constructeur par copie. Par contre, je vais enlever le égal delete. Je ne veux pas le supprimer, je veux correctement le redéfinir pour autoriser la duplication du tableau. Très bien. Je reviens au niveau de mon opérateur égal. C'est sensiblement la même chose au niveau de la signature. Il y a des petites variations, certes, mais c'est vrai que ça se ressemble énormément. Et donc ici, c'est mon array. Parfait. Comme on construit, bien entendu, il n'y aura pas de retour, bien entendu. Alors là, on a un petit peu de rouge. Pourquoi on a du rouge? Parce qu'on a aussi un autre warning qui fait partie des règles. Effectif C++. Dans les règles effectives C++, on vous demande d'initialiser un objet en passant par quoi? En passant par la liste d'initialisation. Et là, il me dit, vous n'avez pas utilisé la liste d'initialisation. Alors, il apparaît en rouge, mais c'est un warning. Pour autant, notez que ça a compilé, il a réussi à faire le link. Très bien. Donc, du coup, comment faire la chose? Alors, le problème, c'est qu'il me manquerait la boucle à ce niveau-là. Mais donc, une solution, c'est de dire... Alors, notez, je n'ai pas besoin de faire le delete cette fois-ci. Si je construis, c'est la première fois que je manipule l'objet, donc il n'y a pas encore eu d'initialisation de l'attribut this/rowArray. Donc comme rowArray n'a pas été touché, normalement, il est non initialisé. Donc ça, c'est plus la peine. Donc ce qu'il faut que je fasse, en gros, c'est que j'alloue mon bloc de mémoire. Voilà qui est fait. Et il faut aussi initialiser size, et size, je le mets à original.size. Donc j'ai un tableau, oups là, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, j'ai pas fait attention. Petite étourderie de ma part, voilà. Donc j'ai ici mon tableau, parfait, cette fois-ci il est correctement initialisé, mais vide pour le moment. Il ne me reste plus qu'à reprendre la recopie des données.
Et regardez, il n'y a plus aucun warning. Donc, relativement par rapport aux règles effectives C++, je suis correct. Et puis ici, il a réussi à linker, donc notre programme me semble terminé. Je relance dans Eclipse. Ah tiens, tout semble correct. Je relance au niveau d'une console pour voir si j'ai encore le core dump ou pas. Non, cette fois-ci, il n'y a plus de core dump, c'est correct. Et puis, allez, comment pourrais-je dire, par crainte, par doute, je vérifie quand même au niveau des fuites mémoire si j'ai une fuite mémoire avec Valgrind. Et donc non, il n'y a plus aucune fuite mémoire. Impeccable. À savoir, Valgrind peut être intégré dans Eclipse. Dans le tuto précédent, j'en avais fait une petite présentation. Mais si vous avez bien Eclipse qui est installé avec un plugin qui est l'intégration de Valgrind dans Eclipse. Et si vous avez le logiciel Valgrind d'installer sur votre système, normalement, au lieu de faire Run As en tant qu'application C++, vous pouvez faire un profiling tool et là, vous pouvez lancer votre application avec Valgrind. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Aucun problème à reporter, donc tout semble correct. Parfait. Donc, plus aucune fuite mémoire. Mes objets sont correctement copiés, que je passe par une des deux syntaxes ou l'autre. Et donc pas de double free, pas de core dump, donc tout semble correctement fonctionner. Donc ce que je veux que vous reteniez de cette démo, c'est super méga important. À partir du moment où une de vos classes possède un attribut, qui, attention, est un pointeur, à partir de là, il faut faire attention parce qu'en cas de copie de ces objets-là, ce sont les pointeurs qui sont dupliqués et non pas les zones pointées. Donc il faudra correctement réagir pour les copies. Donc vous avez principalement deux techniques classiques. Soit vous retirez la copie, solution 1, soit vous la redéfinissez pour qu'elle s'effectue correctement. Que ce soit par l'opérateur de copie ou que ce soit par le constructeur de copie. Mais il faut correctement redéfinir les copies. Parfait. Afin de terminer ce petit tuto, je voudrais rajouter un dernier petit point. Mais regardez, au niveau de notre constructeur par copie, qui est ici. On avait dit tout à l'heure que si j'utilise cette syntaxe, c'est lui qui est utilisé. Regardez, on va juste faire un petit affichage pour la forme. Cout, std, cout. OK. C'est juste pour voir que je passe dedans. Pourquoi je mets std, et cout ou un del? Pour une simple et bonne raison, c'est que je suis dans un point H. N'oubliez pas qu'un template s'implémente dans un point H ou un fichier assimilé. Du coup, j'ai bien mon IOStream, tout va bien, impeccable. Donc normalement, je devrais voir si je passe dans mon constructeur par copie. Regardez. OK, on y est bien passé. Ce que je voulais vous montrer, c'est que tout à l'heure, je vous disais que la syntaxe égale, c'était strictement équivalent parce qu'on est sur la déclaration de notre objet int array2 et qu'on passe bien par le constructeur par copie. Regardez, pour le vérifier, rien de plus simple. Oui, ici, je passe bien par le constructeur. Et donc, la petite information que je voulais vous donner, c'est que ici, vous auriez pu rajouter un mot-clé particulier, explicite. Peut-être un jour, vous le verrez. Alors oui, excusez-moi. Je fais une petite bêtise, c'est pas sur l'implémentation, c'est bien de l'avoir fait, au moins ça vous le montre, mais c'est sur la déclaration qu'il faut le mettre. Cette fois-ci, ce sera correct. Regardez, à partir du moment où j'ai dit que mon constructeur était à invoquer explicitement, ça veut dire avec la bonne syntaxe, ça me retire la possibilité de faire un égal. Vous voyez, il me dit que là, il ne trouve pas ça parce que il est marqué comme étant explicite et que donc, il n'y a pas de conversion automatique qui sera faite. D'accord? Donc si je veux que ça marche, du coup, je suis obligé de explicitement l'invoquer de cette manière-là. Et là, on voit que, de nouveau, tout recompile. Donc voilà, donc notez qu'un constructeur par copie peut être marqué comme étant explicite, ce qui interdit ce genre de syntaxe. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien dans ce cas-là, la syntaxe égale est autorisé, mais ne perdez jamais de vue que ici nous appelons un constructeur par copie. Parfait. Bon, j'espère que ces quelques explications ont été claires et qu'elles vous aideront à stabiliser vos codes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto C++.